Donc, je pense que maintenant on peut passer aux questions. Donc, je vais regarder les messages épinglés. Alors, Lou et puis Alexis, je vais commencer par parler de l'écologie. Alors oui, on peut parler d'écologie parce que justement le but de la Formule 1, c'est d'avoir le maximum de performance avec le plus d'écologie. Justement, j'en ai parlé tout à l'heure avec le système de RS, donc de récupération d'énergie cinétique. On arrive à gagner plusieurs litres durant un Grand Prix, plusieurs litres de carburant. Et plusieurs litres de carburant, on le voit, ça fait pas mal de quantité de carbone, de dioxyde de carbone, pardon. Et d'ailleurs, durant un Grand Prix, ce n'est même pas les voitures qui consomment le plus, c'est toute la logistique. Parce que au cours de la saison, les Grands Prix se déplacent, donc les voitures, les écuries, les camions, etc. Et c'est ça qui consomme le plus, en fait, toute la logistique et toute l'organisation dans les circuits. Et en gros, la FIA s'est engagée dans les années à venir à, à avoir un impact carbone quasiment nul. Mais en soi, les voitures, c'est pas ce qui consomme le plus. Alors certes, avant, c'était ce qui est avant, à l'époque des V10, donc dans les années 2005, année 2005, l'année où les moteurs étaient les plus puissants. Là, c'est sûr, ça consommait à l'époque des gros V12, des gros V10, tout ça, où les moteurs étaient pas suralimentés. Ça polluait, c'était sûr, parce que les cylindrées étaient grosses. Mais là, on est passé sur des moteurs qui sont très petits, donc 1,6 litre, c'est très peu. C'est les cylindrées de voitures conventionnelles actuellement. 1,6 litre, ça consomme pas énormément. Et pourtant, on peut obtenir des performances très élevées. On a un rapport chevaux litres de cylindrée qui est énorme. On est à plus de 600 chevaux par litre, je crois. Et justement, non, pardon. Ensuite, que fait l'alcool dans le carburant? Alors, eh bien, tout compte fait, j'en ai aucune idée. Alors, en fait, l'éthanol, ça peut apporter un peu des performances sur des voitures conventionnelles. Alors après, je ne sais pas si ça fait ça sur les Formule 1. Je ne sais pas si c'était pourquoi c'était interdit et tout ça. En vrai, je me suis pas trop intéressé au carburant, tout ça. Donc, alors en fait, tout ce que je sais, c'est que dans les Formule 1, on met bien sûr le carburant le plus pur possible, donc qui va permettre d'obtenir le meilleur mélange possible dans le moteur et donc les plus grandes performances. Voilà. Ensuite, ça sert à quoi d'avoir plus ou moins de rapports? Eh ben, en gros, plus ou moins de rapports, ça veut dire que selon l'agencement des rapports et selon la taille des disques, eh ben, ça permet de prendre des vitesses plus ou moins élevées. Donc, par exemple, entre 7 et 8 rapports, eh ben, avec les vitesses, par exemple, si on met les mêmes rapports de chaque côté, eh ben, on verra que dans la boîte à 7 rapports, bien sûr, il manquera le huitième, alors que dans la boîte à 8, il y aura le huitième. Et si le huitième est beaucoup plus petit, eh ben, le moteur, sur un même nombre de tours minutes, la voiture pourra aller plus vite. Donc avoir plus ou moins de rapports. Et aussi avoir plus ou moins de rapports, ça permet aussi d'agencer les rapports différemment. Pardon pour le micro. Ça permet d'agencer les rapports différemment pour, dans certaines situations, obtenir des accélérations. Si on a des rapports très courts, on pourra faire passer les vitesses très rapidement et avoir une plage de couple, la plage de couple proche des 100% à chaque fois. Ensuite, Maxime, MGU-H, oui, MGU-H. Donc, système de récupération d'énergie pour la transmission. Ensuite, Alexis, est-ce une volonté d'avoir un fournisseur exclusif de pneus? Ça n'a pas été toujours le cas, si j'ai bien croisé les dates. Est-ce lié à la sécurité ou juste à une affaire d'argent, sponsor monnaie? Alors, en gros, avant, il n'y avait aucun monopole, à part depuis 2000, à part Bridgestone dans les dernières années, alors je ne sais plus lesquelles, et Pirelli depuis 2010. Donc, c'est des appels d'offres de 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça. Donc, appel d'offres. Et avant, ils étaient communs certains problèmes. Donc, pareil, je vais donner l'exemple du Grand Prix des États-Unis 2005 qui s'est passé au circuit d'Indianapolis, donc qui a un banking. Donc un banking, c'est un virage incliné, donc qui permet aux voitures de le prendre plus rapidement. En gros, à cette époque, en 2005, il y avait Michelin et Bridgestone. Donc Bridgestone avait fait des pneus
était au courant que le revêtement du banking avait été refait et donc avait fait des pneus en conséquence. Cependant, Michelin n'était pas au courant que le banking avait été refait, on les avait pas prévenus. Donc, dans le banking, la voiture de Mick Schumacher, donc le frère de de Ralf Schumacher, pardon, un pneu a explosé et du coup, il s'est crashé dans le mur. Et il était équipé de pneus Michelin. Et donc, Michelin, donc, comme il n'était pas au courant du changement de revêtement, les pneus n'étaient pas faits en conséquence et donc ne pouvaient pas prendre le banking. Donc tous les pilotes, y compris Fernando Alonso, qui a été le champion du monde cette année-là, énormément de pilotes ont abandonné et ça a été la course, le Grand Prix avec le moins de pilotes partant. Donc je crois ils étaient 6 à partir. C'est ça, 6. Donc Michael Schumacher, Barrichello, Monteiro et les autres noms, je n'arrive absolument pas à les lire, désolé. Ensuite, C1, C2, etc. D'où vient le C? Alors c'est juste une appellation pour dire... alors je crois que c'est component, donc voilà. Donc le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc ensuite, le pilote peut-il voir les températures des disques et plaquettes en live pour savoir si ça chauffe trop? Alors, je crois que l'écurie peut les voir, mais pas le pilote. Mais en tout cas, ce genre d'aide, donc par exemple pour savoir la pression l'état d'usure des pneus, c'est interdit. L'état d'usure des plaquettes de frein, ça doit être interdit aussi. En revanche, la température, l'écurie doit la voir pour justement prévenir le pilote au cas où. Et pour revenir au C juste avant, dans l'ordre, en fait, C1, c'est les pneus les plus durs. Donc en 2018, ça équivalait aux, aux pneus hard ou super hard. C2, c'était medium. C3, c'était l'équivalent des soft en 2018. Les C4, c'était l'ultra soft et le C5, c'est l'hyper soft. Donc l'hyper soft, c'est vraiment le pneu le plus tendre possible. C'est C3, C4, C5, c'est la gamme qui est utilisée à Monaco. Comme Monaco est le circuit avec le moins de vitesse, ils peuvent se permettre de mettre les pneus les plus tendres possibles pour avoir le maximum de performance à la réaccélération par exemple. Les pilotes ont un entraînement type astronaute pour léger. Alors en fait, ils ont 6 qui permettent de se prendre léger, surtout au niveau du cou, parce que le problème, c'est que le casque qui pèse très lourd, donc 5 kg, donc je vous laisse imaginer 5 kg plus le poids de la tête, avec des forces de 5G par exemple en freinage, bah ça fait 25 kg sur la tête. Et pour supporter ça, il faut énormément travailler le cou. Et ensuite, pour le corps, ils font du pilotage depuis très petit, donc au final, ils s'habituent en soi. Et en soi, je ne sais pas vraiment s'il y a des entraînements type astronaute, comme des centrifugeuses ou quoi. Ensuite, carburant maxi. Alors, ah pardon, Arcadie, je pense que c'est plutôt son équipe technique qui a l'œil sur toutes ces choses. Pour moi, le pilote a trop de trucs à surveiller en roulant pour pas avoir à surveiller la chauffe des plaques, mais c'est qu'une hypothèse. Alors en fait, le pilote doit juste. Donc en fait, le pilote déjà a une oreille sur la voiture. Donc il sait, par exemple, au bruit, par exemple, il peut savoir si le moteur a des soucis, par exemple. Au ressenti de la voiture aussi. Donc, par exemple, s'il sent des à-coups, peut-être que le moteur a un problème. Et après, à la vue. Donc, à la vue, il observe déjà l'usure des pneus. Parce que le problème, c'est que comme il ne peut pas savoir avec des infographies l'usure des pneus actuels, il doit lui-même observer l'usure des pneus. Parce que comme la stratégie, des fois, n'est pas forcément respectée dans les Grands Prix, les pneus, l'usure peut être plus importante ou moins importante dans certains cas, donc ils peuvent faire durer les relais. Donc le pilote a les yeux sur les pneus. Et aussi pour vérifier la voiture, il a un œil par exemple. Alors lui, il peut avoir un œil surtout sur les suspensions, parce que comme les suspensions est un organe assez fragile, le gros problème des suspensions, c'est qu'il n'y a pas d'état intermédiaire. C'est soit ça tient, soit ça casse. On l'a vu avec Sébastien Vettel au Grand Prix des États-Unis cette année. Il a passé, comme le circuit du Kota, il y a des bandes sur le côté avec des sortes entre guillemets de passages surélevés.
Il en a pris un trop vite et du coup, la suspension s'est littéralement cassée en deux. Et ensuite, Maxime, carburant, alcool. Et ben alors, c'est deux trucs différents. Le carburant qu'ils utilisent, c'est de l'essence traditionnelle sans plomb, avec un indice d'octane très élevé, donc l'essence la plus pure possible. Donc là, on est surtout sur de l'hydrocarbure. Et il y a de l'alcool à côté qui est utilisé. Donc ça doit être de l'éthanol, à moins que ce soit des mélanges. Mais par exemple, en IndyCar, donc l'équivalent, je mets ça encore entre guillemets, l'équivalent de la Formule 1 aux États-Unis, c'est uniquement de l'éthanol qu'ils utilisent. Donc le carburant est composé à 100% d'éthanol. Donc voilà, je pense et ça veut dire quoi l'acronyme MGUH? Alors, je m'en souviens plus parce que je suis désolé, mais alors attendez, je vais vous dire ça. Alors, déjà le ERS, ça veut dire Energy Recovery System. Et ensuite, alors MGUK, le K, je sais que ça veut dire kinétique, donc cinétique en français, donc ça va donner de l'énergie supplémentaire à la transmission. Et voilà. En soi, doit avoir une signification, mais je m'en souviens plus. Je vais essayer de te la retrouver puis te la dire. Sais-tu comment sont nées les courses de voitures qui ont donné après les Formule 1? Eh ben ça, je l'avais dit au début. En gros, c'était des courses automobiles qui étaient organisées dans les années 30, 20-30, pour justement, c'était toujours l'esprit de compétition. L'esprit de compétition, celui qui allait avoir la meilleure voiture autant. Et ensuite, il y a eu un souhait d'uniformisation de la comment ça s'appelle d'uniformisation du règlement parce que le problème c'est que si des personnes avaient des voitures beaucoup trop performantes, il n'y avait pas trop de choix. Donc choix d'uniformisation et donc création d'une fédération avec qui a donné la Formule 1 puis la Formule 1. Alors, il me semble que les courses sont apparues pendant la prohibition de l'alcool. Alors ça, c'est le cas aussi aux États-Unis. Donc aux États-Unis, ça c'était pour la NASCAR. Donc aux États-Unis, pendant la prohibition de l'alcool, les passeurs voulaient justement des voitures, les voitures les plus performantes possibles, notamment justement pour semer les policiers. Et donc les premières courses justement pour les voitures les plus rapides ont été faites sur les plages de Daytona Beach. Et après du coup il y a eu une uniformisation avec la création de la NASCAR. Et ce qui a donné d'ailleurs aussi le circuit Daytona et le Daytona 500, donc la course de NASCAR la plus célèbre, donc qui s'est déroulée d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une semaine, dimanche dernier, si je me trompe. Oui, dimanche dernier, c'est ça. Donc voilà. Ensuite, est-ce que les pilotes ont un gabarit particulier, comme les jockeys sont majoritairement petits? Alors, les pilotes généralement sont petits, parce que le problème c'est que l'espace dans la Formule 1 est assez confiné. C'est assez confiné et voilà, vaut mieux être le plus petit possible. En général, un pilote de Formule 1 est considéré comme grand à partir de 1m80, 1m85. C'est le cas de Esteban Ocon qui fait plus d'1m80 et tous les pilotes qui ont des tailles assez élevées ont du mal à mouler le cockpit, comme on pourrait dire. Ensuite, le poids total maxi autorisé, non. Et ben, ah pardon. Avant, en addition à la question de Fox, si oui, à quoi est-ce lié? Dans quel sens tu veux dire ça? Ah oui, bah oui, du coup, c'est lié à la facilité pour le cockpit. Plus t'es petit, plus t'auras de facilité à avoir un cockpit petit. Et puis pour le poids, en fait, comme maintenant c'est pilote compris, c'est bien. Le poids, c'est pas trop, ça influe pas trop parce que si le pilote est trop lourd, ils peuvent enlever un peu de poids sur la voiture et vice versa. Donc au final, à la fin, le poids sera le même. Alors, est-ce que tu sais qui est le pilote qui a fait la plus longue carrière en Formule 1 et vers quel âge en général il ce domaine pour aller faire des courses ailleurs? Alors, en termes de Grand Prix, donc la personne qui a fait le plus grand nombre de Grands Prix, c'est Barrichello, donc Ruben Barrichello, qui est à plus de 300, donc 300 dans les 310.
323 Grands Prix, pardon. Donc, ce qui est énorme. Mais Kimi Raikkonen, donc, qui va sûrement faire sa dernière saison cette année, est à 313 Grands Prix. Et comme il y aurait 22 Grands Prix cette année, il va en principe battre le record, donc passer devant en termes de nombre de Grands Prix. Donc là, les carrières se finissent aujourd'hui à 40 ans, mais ça c'est déjà vu des personnes qui finissaient les carrières à 50, plus de 50 ans. Et il y a Max Verstappen qui est pas Max Verstappen qui est parti pour faire une des plus grandes, voire la plus grande carrière, puisqu'il a commencé très 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 tôt, donc à partir de 16 ans. Et il risque de, s'il n'y a aucun souci, il va sûrement faire une carrière comme Kimi Raikkonen par exemple, donc c'est-à-dire jusqu'à une quarantaine d'années. Et donc là, il va avoir une carrière de plus de 24 ans. Et du coup, MGU, c'est Motor. Et donc là, c'est Head, et l'autre, c'est Kinetic. En gros, c'est considéré comme Power Unit, donc des unités de puissance supplémentaires au moteur. Donc bah déjà, je vais remercier Maxime et Alexis qui m'ont laissé du coup faire cette conférence. Et puis si tu veux, Alexis, je te laisse la parole. Oui, merci à toi déjà, dans un C'est premier de rien. temps. Merci à ceux qui étaient là pour écouter ta conférence. C'est toujours un plaisir de voir que. Je me répète un peu toutes les semaines, hein, mais enfin toutes les 2 semaines de fait. C'est toujours un plaisir de voir à quel point vous êtes nombreux à assister à ce projet qu'on a monté avec Maxime et Aurélien et le reste du staff.